Deuxième partie, toujours en compagnie de Daniel Arand dans les Pyrénées-Atlantiques chez vous. En Béarn. Voilà. Alors, quand je lis votre livre, et encore une fois, je précise qu'il n'y a pas que des histoires d'ovnis, quand je lis les témoignages de ces Amérindiens, et pas que ces Amérindiens, parce qu'il y a d'autres témoignages de personnes qui disent « Mais je vous assure, j'ai été enlevé, puis je ne m'en souvenais pas, mais maintenant je m'en souviens. » Quand je vois qu'il y a des preuves étranges et mystérieuses de rupture de temps, ou de matérialisation et de dématérialisation, Oui. on est en pleine science-fiction, on peut être dans la croyance, mais non, parce que voilà, ça a été recoupé comme info, ça a été travaillé par vous, et vous avez une théorie qui explique donc, je le redis clairement, Une interprétation, je préfère, plutôt que une le mot interprétation qui dit que finalement, une certaine partie des extraterrestres qu'on considère comme extraterrestres ne sont pas des êtres venus de l'univers extérieur à nous, mais sont des élémentaux, des êtres de la nature, du petit peuple, qui s'amusent à se faire passer par des extraterrestres, qui s'amusent puisqu'ils peuvent se matérialiser et faire matérialiser des choses ou faire disparaître d'autres choses, qui s'amusent à faire des crop circles pour faire des jolis signes, des mêmes messages géométriques, à pouvoir matérialiser donc, je ne sais pas pourquoi je regardais comme ça en l'air, mais à pouvoir matérialiser des ovnis. Ça explique effectivement, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont vu des ovnis, qui ont dit « Ah, il était là, pouf, il est parti en 2 secondes, je ne sais même pas où... » Bon, donc apparition, disparition, ça peut être expliqué comme ça aussi. Et tout ça là, bon, pour vous, le fond de l'affaire, c'est ces êtres qui peuvent jouer sur la matière. Voilà, ils sont comme vous disiez, dans un autre plan, dans une autre dimension, dans mais un plan parallèle à un autre. Voilà. Et ils ont, comme je le disais tout à l'heure, la capacité de se densifier ou de se matérialiser pour se rendre visibles ou invisibles, selon leur volonté. C'est pratique. Mais alors pourquoi ils vont faire des ovnis Pourquoi ils ne se matérialisent pas eux-mêmes pour se présenter eux-mêmes? Pourquoi à chaque fois ils sont à moitié déguisés? Enfin, c'est pas très très franc leur c'est le façon moins de qu'on faire. puisse dire, effectivement. C'est même pas très très direct non plus. S'ils ont quelque chose à dire, ils peuvent le dire directement. C'est le moins qu'on puisse dire. Excusez-moi, si je fais du spiritisme, moi j'ai mes esprits qui viennent de l'au-delà et qui clairement me disent des choses par écriture inspirée ou automatique ou par le biais d'un médium. Oui. Ah. Et oui, on touche un autre point extrêmement sensible lié aux enlèvements. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, mais vous avez touché le fond du problème, là, oui. Oula. Mais, je ne suis pas proctologue, hein, pourtant. Je suis obligé ou amené à prendre un petit peu de recul avant de répondre à la question, avant de m'expliquer. C'est que dans le livre dont on parlait là, donc OVNI, enlèvement extraterrestre, j'ai étudié le phénomène d'enlèvement, et c'est là que j'étais amené à distinguer 2 sortes de témoignages, 2 sortes d'origines OVNI, qui sont fondamentalement différentes, même opposées. C'est-à-dire, pour dire vite, je veux dire des ovnis ou des manifestations d'ovnis qui sont liées à des êtres extraterrestres qui viennent de loin de façon authentique. Bon, je dis ça, il faudrait argumenter, mais on va vite là, oui. J'ai compris. Et je me mets encore plus du tout. Et c'est les gentils, voilà, respectueux de l'être humain et qui ne veulent pas interférer pour changer la destinée de l'être humain. C'est ça qu'il faut dire, ne pas interférer avec les êtres humains. D'autres faux extraterrestres, qui sont au contraire, qui se font passer pour des extraterrestres, qui sont les méchants, qui selon moi ne sont pas des vrais extraterrestres, et qui enlèvent les êtres humains sans respect du tout de la dignité humaine. Les viols, etc. Bon. Et voilà, parce qu'en général, le phénomène d'enlèvement est peu connu, pour ne pas dire très peu connu. Donc vous avez dit viols, c'est ça. La caractéristique première des enlèvements d'humains dans des ovnis, c'est de se prêter à des manipulations génétiques avec des hommes ou bien avec des femmes. Et ça veut dire, on peut utiliser le mot de viol, effectivement. Du sexe, il y a du sexe dans les ovnis. Alors, je vais très vite parce pas dans le meilleur sens du terme. Non, voilà. Alors, on utilise l'être humain comme la marchandise, éventuellement peut-être pour pouvoir faire d'autres créatures, parce qu'ils peuvent peut-être pas se reproduire entre eux, et puis ils ont peut-être besoin de l'être humain. Enfin, plein de théories possibles. Ça, c'est la question ouverte. En tout cas, c'est pas sympa de leur part. Et donc, il y a 2 catégories. Les extraterrestres sympas, vraiment venant d'autres galaxies, et nos élémentaux, nos êtres naturels, enfin je sais plus comment, les élémentaux, qui eux nous fait croire à certaines choses, nous fait peut-être croire aussi à certains viols, peut-être qu'ils ne les font pas vraiment, se font passer pour des extraterrestres alors qu'ils ne le sont pas, et nous perturbent plus qu'autre chose. Oui, parce que
les personnes qui sont victimes de ces enlèvements sont le plus souvent traumatisées à vie. D'accord. Et alors, le point sensible que j'ai touché, je ne vois pas où, parce que je vous parlais de spiritisme avec les esprits de personnes défuntes qui, eux, au moins, clairement nous disent des choses. Et quand je dis clairement, faut bien s'accrocher. Mais bon, eux, avec leurs petits dessins géométriques, voilà. C'est pour ça que là, on arrive au point sensible, justement. Dans ce livre-là, dont on parle maintenant, je me suis contenté de faire la distinction entre ces deux catégories qu'on vient de résumer maintenant. Et je n'ai pas abordé le sens des phénomènes d'enlèvement. Autrement dit, je n'ai pas approfondi l'origine de ces élémentaux dans ce livre-là, parce qu'il fait déjà 400 pages quand même. Ah oui, on va pas non plus, oui. Et le sens des enlèvements, c'est autrement plus délicat, sensible. Et c'est l'objet, je suis amené à le dire pour répondre à votre question, c'est l'objet du livre sur lequel je travaille actuellement, et qui sera le prochain livre d'ici un an. D'accord. Et alors là, vous expliquez pourquoi il nous enlève. Oui. Et comme la question que vous avez posée vient naturellement, c'est-à-dire que j'ai décidé d'aller plus loin dans les conférences que je propose. C'est pour ça qu'on va aller plus loin ce soir, si vous voulez bien. Plus loin que ce que j'ai mis dans ce livre-là, pour répondre à la question qui sont vraiment ces êtres élémentaux et qu'est-ce qu'ils veulent, quel est le plan qui est derrière. Ben oui. Bon, on ne va pas encore développer beaucoup, mais je suis amené à aborder quand même cette question qui sera développée dans le prochain livre, je répète. D'accord. Est-ce qu'on peut les considérer comme des amis ? Sûrement pas. Ouais, il faut s'en méfier. Absolument. Mais est-ce qu'on a... des démons. On peut appliquer le mot démon, là, oui. C'est-à-dire que les fées, c'est pas sympa. Les gnomes, c'est pas sympa. Justement, pour moi, je distingue les auteurs des enlèvements avec les êtres de la nature. D'accord. Vous savez, alors je vous interromps, mais on va continuer. Les êtres de la nature, ils sont plus sympas que... J'ai bien compris. On va décliner. J'ai été fortement marqué par le témoignage de Christelle. Souvent, j'en reparle. Christelle qui voulait absolument me faire prendre conscience que l'au-delà n'était pas si rose que ça et qu'elle avait des démons qui la perturbaient. Et elle m'expliquait qu'elle avait, dans sa chambre à coucher, alors revoyez l'entretien avec Christelle, eu 2 petits gris qui étaient venus en passant on ne sait pas où, et qui lui avait fait peur, et qui se moquait d'elle, je ne sais plus quoi, j'exagère peut-être, mais il ne lui tirait pas les pieds, mais enfin, c'était un truc dans le genre, et qu'elle a été saisie d'effroi, et qu'ils étaient dans sa maison en passant à travers les murs, et puis qu'ils étaient repartis. Et quand elle m'avait raconté ça, Christelle me disait, elle est fatiguée aussi, Christelle. Mais en lisant votre livre, je m'aperçois qu'elle n'est pas toute seule à vivre ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, ceux-là, c'est des saloperies. Ces petits gris, enfin, ces faux extraterrestres qui se présentent comme des petits gris, ça, par contre, c'est des saloperies, c'est ceux-là. Oui. Ils ne sont pas gentils du tout. Ils sont foncièrement malveillants. Mais ce n'est pas des extraterrestres. Selon moi, non. Mais c'est là où je me distingue de toute la croyance, ou en tout cas l'interprétation dominante jusqu'à aujourd'hui. Oui, on balance ça dans les galaxies, comme ça on est tranquille. Mais c'est parce que la science n'a pas d'autre réponse que celle-là. Et c'est pour ça que je répète encore, l'interprétation que je propose, elle se base sur des connaissances qui ont été délaissées par la science. Compris. Alors, donc, on a les gentils êtres élémentaux, gnomes, fées, etc. Et donc ces méchants-là sont dans quels critères, créatures ? On y arrive petit à petit comme ça. Bon, eh bien là, je vais ouvrir un autre chapitre pour répondre à ceci. Oui, répondez, parce que là, J'étais amené à partir encore de connaissances spirituelles, mais aussi de connaissances contemporaines, qui ont mal été comprises, qui ont mal été interprétées. Je vais m'expliquer un petit peu plus tout à l'heure. J'étais amené à comprendre, à prendre connaissance qu'il existe des êtres que j'appelle élémentaux. C'est le chapeau le plus large qui intègre les êtres de nature, qu'il existe des élémentaux non seulement sur Terre, mais aussi sur la Lune. Et j'ai pris conscience, et il y a un grand nombre de sources de connaissances qui m'ont amené à confirmer cette compréhension, que la Lune est habitée par des êtres qu'on peut appeler des élémentaux. On peut les appeler les élémentaux parce que ce sont des êtres qui se font passer pour des extraterrestres, qui ont la capacité de prendre la forme qu'ils veulent, de se densifier ou de se rendre invisibles, comme on disait tout à l'heure, mais qui sont des êtres moins évolués que les êtres humains, et en ce sens-là, donc, inférieurs à l'être humain.
alors que par leur capacité de manipulation du matériel, de la matière, ils donnent l'impression d'être très évolués. Alors que par nature, ils sont moins évolués que les êtres humains. C'est-à-dire que les engins spatiaux qui nous montrent quand on est enlevé, c'est des fadaises, c'est de la fumée. Et non, ce n'est pas de la fumée, non. En même temps, ils ont la capacité, je répète encore une fois, de les rendre visibles ou invisibles. Ça, on comprend qu'ils sont dans un autre plan parallèle. Oui. Et on pourrait comprendre que c'est simplement une création de l'esprit. Oui. Non, c'est pas que ça. Et ça peut être, oui. Mais ça peut être aussi parfaitement matériel. Ah oui, quand même. Et dématérialisé et rematérialisé. Voilà. Voilà. D'accord. Et voilà. Et le point le plus important. C'est cela, les petits gris en particulier, oui. Il n'y a pas que les petits gris. Les victimes d'enlèvement dans des ovnis comme ceci, le plus souvent, elles rapportent avoir vu des petits gris, mais pas que. Mais on a lu, peut-être chacun de nous, que certains chercheurs qui ont essayé de faire la comptabilité en se basant sur l'apparence des êtres humains, comptabilité du nombre de races, soi-disant d'extraterrestres, on arrive à 50 ou 80. Quoi. Eh ben oui. C'est-à-dire, pour moi, il y a une grande diversité, encore une fois, parmi ces êtres-là. Et puis, ils ont la capacité de prendre la forme qu'ils veulent aussi. Alors, il y en a qui habitent sur la Lune, il n'y a pas de raison qu'il n'y en a pas d'autres qui n'habitent pas sur Mars, sur Vénus. Je me rappelle des écrits de Swedenborg, que je conseille à tout le monde, suédois de 1750, quelque chose dans le genre, ou 1750, entre les deux en tout cas. Lui, à 50 ans, c'était un génie, cet homme-là. Et vers les 50, 60 ans, il a eu des contacts avec un ange qui ont... Alors là, il a fait tous les voyages dans l'univers. Et alors, il disait des choses très intéressantes pour tout savoir de la vie, l'univers et le reste. Et ce qui était un petit peu saisissant, c'est qu'il expliquait qu'il y avait des êtres qui étaient sur Neptune, qui vivaient, et d'autres êtres qui étaient sur la Lune, qui vivaient, etc. Et donc, quand on le lit comme ça, nous, avec notre critère et notre raisonnement de base, on se dit, il est fatigué, Swedenborg. Mais là, non. Là aussi, on rebondit, on se dit que sur une autre dimension, il n'y a pas de raison qu'il y ait une autre vie, d'autres êtres. Oui, d'accord. Et Swedenborg, donc, n'a pas tort. Relisez les écrits de Swedenborg. Oui. Mais selon moi, toutes les planètes sont effectivement habitées. Oui, avec des particularités, oui. Voilà, pas forcément habitées dans le sens que par des êtres comme nous, les êtres humains. Bien sûr, quand on va descendre sur la planète, on ne va pas voir non plus un petit extraterrestre vert avec un petit drapeau, bienvenue chez nous. Voilà. C'est vous qui relatez, je crois, dans ce livre-là, ou peut-être l'autre, excusez-moi du flou, les ovnis et le nucléaire, qu'il y avait eu un essai d'envoi nucléaire sur la Lune, si je ne me trompe pas, ou sur Mars, et que cet essai d'ogive nucléaire a été dessoudé avant que ça tombe sur la planète. Oui, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai écrit, mais effectivement, j'ai lu moi-même par ailleurs, quoi, oui. Donc, certains disent qu'il y a eu interception par les extraterrestres pour pas que ça leur tombe dessus. Oui. Mais je vais donner une autre information qu'il faut prendre aussi sous réserve, parce que dans ce genre d'information, on peut jamais... C'est jamais officiel, quoi. Non. Mais je me suis beaucoup intéressé, puisque je m'intéresse au fait que la Lune est habitée, je me suis beaucoup intéressé au programme Apollo des années 69-72. Et on se rappelle que la première mission Apollo qui a réussi à poser le pied sur... fait qu'un être humain a posé le pied sur la Lune, c'était Apollo 11 en 69. Puis il y a eu Apollo 12. Puis Apollo 13, par contre, a eu un problème. Oui. Apollo 13 n'a pas pu allunir parce que, d'après ce qu'on dit, il y aurait eu une explosion dans un réservoir d'oxygène qui aurait empêché d'utiliser toutes les potentialités qui étaient prévues à l'origine. Oui. Autrement dit, les 3 astronautes qui étaient à l'intérieur, qui n'ont pas été touchés directement. Non, mais il manquerait d'oxygène s'il restait. Voilà, donc ils ont été obligés de rentrer au plus vite sur la Terre. Et d'après ce qu'on dit, alors c'est là qu'il faut mettre des pincettes quand même, on dit que dans ce projet Apollo 13, il était prévu donc d'envoyer un explosif atomique sur la Lune pour faire une expérience. Il y avait déjà un sismographe qui était en place. Et cette détonation qui a eu un réservoir d'oxygène qui a empêché la suite du programme. Qui a annulé tout le projet. Alors, puisqu'on parle du nucléaire, vous parlez de Tchernobyl, les extraterrestres... c'est incroyable, c'est incroyable. Les extraterrestres
aurait Entre guillemets. agi pour que cette catastrophe monstrueuse soit moins grave que ce qui aurait pu être. Parce que apparemment, ce bouclier aurait pu faire une explosion atomique, et là, dans ces cas-là, on n'y serait plus. Et les extraterrestres ont réglé la chose en envoyant des rayons. Et ça a été dit par 2 Russes qui se promenaient par là, mais des Russes scientifiques qui l'ont dit à la Pravda. J'ai bien écouté votre conférence. Je vous conseille de l'écouter. Comme ça, c'est excessivement important. Voilà, mais bon, là, je le dis très rapidement, et puis j'exagère toujours un petit peu. Donc, retrouvez bien la source grâce à Daniel Aran. Je me permets d'inciter aussi. J'apporte dans mon livre 3 sources de connaissances qui convergent pour confirmer ce que vous venez de dire. D'accord. Les extraterrestres auraient donc agi Sauf que ce ne sont pas des extraterrestres. J'allais y venir. Enfin bref, il y a eu OVNI qui a envoyé quelques rayons et qui ont permis que cette histoire de Tchernobyl soit moins grave que prévu. Même chose pour Fukushima. Sauf que là, on n'a pas d'informations. Non. Et puis alors, il y a une vidéo d'un OVNI au-dessus de Fukushima. Même Van Kovlart s'est excité là-dessus. C'est fabuleux, personne ne veut le dire, on nous cache la vérité. Moi, quand je vois la vidéo, j'ai plutôt l'impression de voir un fake, un tox, un truc d'effets spéciaux pour faire joli. C'est facile à faire aussi. Il n'y a malheureusement pas d'informations. Non, mais voilà, les témoignages, pareil. La Pravda, le journal russe, la Pravda, la vérité, ça saurait que la Pravda est sérieuse, parce que vraiment, elle est aux mains du gouvernement russe. Ils disent ce qu'ils veulent. Non, c'est un peu facile. J'exagère. Énervez-vous, ça va être bien. Ouais. Mais enfin, bon, donc je doute de ce que la Pravda peut donner comme vérité. C'est en 2002 que cette soi-disant vérité... Je doute de ce que la Pravda peut donner comme vérité, même si ça s'appelle la Pravda. Voilà. Bon, excusez-moi. Donc je doute aussi des témoignages de nos Amérindiens alcooliques et blancs. Je doute de toutes ces vidéos d'OVNI qu'on voit sur Internet. Mais j'ai envie d'intervenir quand même. Mais intervenez-vous, vous allez voir. Je vous chauffe. C'est pas fini. Je doute aussi des photos des crop circles, parce qu'il y a plein de fausses photos de crop circles. C'est facile à faire. Vous prenez un champ de blé, puis après vous trafiquez, puis vous donnez l'impression qu'il y a une magnifique création géométrique, ou même des êtres humains qui apparaissent, ou des messages qui s'écrivent. Je doute de tout cela tant que je ne l'ai pas vécu, tant que je ne l'ai pas vu, et de tout cela, je n'ai rien vu. Mais je ne doute pas de vous. Je ne doute pas de votre sérieux, parce que vous n'avez aucun intérêt à passer pour un fou, et vous n'avez aucun intérêt à nous mentir. Vous êtes là, je suppose, pour nous aider à faire prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Voilà, oui. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais néanmoins, je doute. Je ne sais pas si vous avez senti, mais je doute. Vous doutez jusqu'au moment peut-être où vous aurez sous les yeux des preuves incontestables. J'attends, parce que j'ai rien. Par exemple, est-ce que je peux revenir sur Tchernobyl ? Oui, bien sûr. Eh bien, il se trouve que j'ai eu, je ne sais pas si on peut dire la chance, mais la chance de pouvoir proposer justement une autre confirmation qui est selon moi indiscutable du fait que des ovnis, autrement dit des êtres non humains, sont intervenus pour régler la catastrophe de Tchernobyl. Je veux parler de Grigori Medvedev, il s'appelle, c'est l'ingénieur qui a construit la centrale de Tchernobyl. Donc c'est quelqu'un qui, même si vous doutez, il a écrit un livre en 1989, 3 ans après, sur la façon dont s'est passée la catastrophe de Tchernobyl selon lui. Bien, il a été amené, et il a fait évidemment avec une grande franchise, même s'il ne connaissait pas ce que ça voulait dire, il a été amené à dire que l'ordinateur de la centrale de Tchernobyl, ou du réacteur de Tchernobyl, endommagé, a fonctionné jusqu'au dernier moment. Et donc il a enregistré des données physiques. Et lui, il a décrypté ces données et il a traduit ceci avec ces termes de scientifique, parce que le mot ovni, ou phénomène ovni, il ne connaissait pas. Donc lui, le constructeur de la centrale de Tchernobyl, a affirmé que immédiatement après la catastrophe, dans le tiers supérieur du réacteur de Tchernobyl, il y avait ce qu'il avait appelé une grande boule d'énergie électrique, c'est comme ça qu'il a désigné, de 7-8 mètres de diamètre, une grande boule d'énergie électrique qui a eu pour effet de disséminer dans l'atmosphère une 50aine de tonnes d'uranium qui sont venues arroser l'Europe et l'Asie de l'Ouest, quoi.
Et voilà, donc c'est lui qui a écrit que c'est cette boule d'énergie qui a été la cause de cette dissémination de radioactivité dans l'atmosphère. Et ça coïncide complètement avec ce qu'avaient raconté les deux ingénieurs qu'a rapporté la Pravda, justement, qui ont vu, eux, ce qu'on décrit comme OVNI, enfin dans la Pravda, c'est écrit OVNI comme ceci, de à peu près 6 à 8 mètres de diamètre, c'est la même dimension que sera rapporté l'ingénieur ici, qu'ils ont vu au-dessus du réacteur. Et le plus spectaculaire, c'est qu'ils ont vu cet OVNI qui a envoyé 2 faisceaux lumineux vers l'intérieur du réacteur. Et encore plus incroyable, c'était des ingénieurs nucléaires, donc on peut comprendre qu'ils avaient avec eux des compteurs Geiger pour mesurer la radioactivité. Bien, ils ont affirmé, et ça a été publié à Pravda, qu'avant l'intervention de l'OVNI et juste après, ça se fait pendant 3 minutes simplement, la radioactivité a été quasiment divisée par 4. Oui. C'est quelque chose d'absolument impossible et incroyable au niveau humain. Ça dépasse les capacités humaines. C'est mesuré par des scientifiques, et je ne crois pas me tromper que l'uranium a disparu pour laisser de la place à l'aluminium, c'est ça? En très grande quantité. Oui, que j'ai lu le livre. Voilà, exactement. Oui. C'est bien. Bon, je suis d'accord. Et là, vous me dites que ce n'est pas des extraterrestres d'une galaxie qui ont fait cette intervention, mais nos amis êtres élémentaux. Voilà. Mais pourquoi aller chercher une réponse là-bas loin, alors qu'il y a une réponse ici, sur place? D'accord, mais j'ai cru comprendre que nos amis êtres élémentaux, il fallait s'en méfier, qu'ils nous bananaient et qu'ils ne faisaient pas que des gentillesses. Il y a les bons et les méchants. Il y a les gentils. Et on peut dire que peut-être les gentils, qui ont peut-être moins accès au matériel que les élémentaux, peuvent donner des ordres aux élémentaux. Ils sont peut-être assujettis aux anges, les élémentaux aussi. Mais tout cela, pour moi, ils sont en lien avec les anges, justement, en lien avec la hiérarchie supérieure. Oui, donc ils peuvent recevoir des roustons des anges s'ils exagèrent. C'est une façon de parler, mais on peut dire comme ça. Oui. Et donc ils peuvent obéir aux injonctions des anges pour nous sauver, parce que il y a dans le livre, et puis il y a de ça quelques minutes, vous m'avez dit que les gentils nous respectent et même ne veulent pas intervenir, nous laissent notre libre arbitre. Alors pourquoi ils ne nous laissent pas nous exploser la planète tranquille? Non, vous mélangez un petit peu là. Ceux qui ne veulent pas intervenir, ce sont les êtres authentiquement extraterrestres qui viennent d'ailleurs. Ils nous laissent faire. Complètement. Eux, ils sont là en observateur, ils sont discrets, ils sont neutres. Donc ils auraient laissé les Tchernobyl exploser tranquille. Oui. Parce que tous les extraterrestres qui se promènent autour des ogives nucléaires, tous les faits relatés par les militaires, où à chaque fois qu'il y a un essai, enfin pas à chaque fois, enfin souvent des ovnis gravitent autour des points sensibles nucléaires, ce n'est pas de la galaxie, mais ce sont des êtres élémentaux qui interviennent, c'est ça. Bon, j'ai envie d'élargir un petit peu la réflexion justement à ce niveau, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui vous intéresse aussi dans ce type d'émission. Tout m'intéresse. C'est que ce que j'essaie de comprendre moi-même dans ce travail, et que j'essaie de faire comprendre aux autres aussi par l'intermédiaire des livres que j'écris, c'est que, on le disait au tout début de cette émission, nous ne sommes pas seuls sur Terre, les êtres humains. Mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'il y a une très très grande diversité, je l'ai déjà dit, d'êtres qui sont présents sur Terre, liés à la Terre, mais dans d'autres plans. Autrement dit, je dirais qu'on a tout ce qu'il faut sur Terre. Nous, les êtres humains, on est en lien nécessairement, un lien d'interdépendance avec tous les êtres vivants qui existent. Et qu'on ne voit pas. Mais j'ai envie de dire d'abord, pour que ce soit plus compréhensible, interdépendance avec les animaux, avec les végétaux, les minéraux, mais aussi avec le monde invisible, effectivement. Bien sûr, oui. Et les anges ou les archanges que vous avez déjà cités tout à l'heure, ils sont là pour... certains sont des gardiens, si on peut dire, anges gardiens des êtres humains. C'est céleste qui veille au grain. Voilà, on peut dire comme ça. D'accord. Et qui veille au grain grâce aux instruments des êtres de la nature ou des élémentaux de façon générale, qui eux peuvent intervenir dans la matière. D'accord. Mais dans mon petit flou actuel, c'est ceux-là, quand ils sont super élevés, ils nous laissent vivre notre vie et progresser, et ils nous donnent des petits messages sibyllins pour que ceux qui veulent avoir conscience puissent comprendre et que les autres ne soient pas perturbés. Donc ils sont vraiment très délicats pour nous. Et néanmoins, si on a envie d'exploser la planète, ils nous l'empêchent. Voilà, c'est pas les mêmes créatures, d'accord, mais c'est quand même pas logique.
c'est pas logique, c'est votre façon de voir. Ma façon de voir à moi, c'est que les êtres humains sont en train d'expérimenter, mais quand je dis ça, il faut avoir une vision la plus large possible depuis le début de l'humanité sur Terre, jusqu'à aujourd'hui. Je disais, les êtres humains sont en train d'expérimenter une qualité qu'on appelle la liberté, qui n'a jamais existé encore dans l'univers avant, ce que j'ai compris. Expérimenter la liberté, ça veut dire qu'il faut avoir un certain libre arbitre, et on nous laisse le libre arbitre, on nous laisse faire toutes les bêtises que l'on veut, à condition de ne pas dépasser les bornes. D'accord. Et à Tchernobyl, par exemple, c'est un exemple, hein, mais il y a eu d'autres, l'homme avait dépassé les bornes avec le nucléaire. Voilà, oui. Donc on a été protégé, on peut dire, de notre disparition prématurée. Ça veut dire. Ça, c'est cool, ça. Alors on peut mettre des centrales nucléaires partout, on est protégé. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne conclusion. Oui. Ah, non. Les drones qui ont survolé pas mal de centrales nucléaires dans les années 2014, oui. 15, oui. Oui. Est-ce que les militaires, les journalistes n'ont pas changé le terme OVNI par drone? Je commence à me demander. Oui, et puis certains ont proposé le terme drovni aussi, oui, qui fait une composition des deux. Ils disent que c'est des drones. Dans ces cas-là, moi, je vois un petit bidule qui décolle et puis va se promener. Je vois pas ce que ça peut bien faire contre une centrale nucléaire. Bon, ça peut être des gros drones comme la table, mais enfin... Après, c'est vraiment des objets volants identifiés. On n'a pas vu une seule photo de ces trucs-là. Exactement. Et alors, pareil pour l'aéroport en Angleterre qui a été bloqué. 1000 vols ont été bloqués dernièrement, fin 2018. Et puis, un mois plus tard, à Heathrow, il y a eu encore de nouveau un soi-disant drone qui se promène. Alors, il y avait Heathrow, donc ça, c'est au mois de janvier 2019. Et en décembre 2018... Pendant 2-3 jours, on nous annonçait un drone qui était sur l'aéroport anglais, dont j'ai oublié le nom, Breitling ou quelque chose dans le genre. Ça a perturbé 1000 vols et on n'a pas vu une seule photo du drone et on n'en sait pas plus. Et on n'arrive pas à les intercepter, on n'arrive pas à les détruire, on n'arrive pas à les abattre. Ce ne sont évidemment pas des drones. On nous mentirait pour montrer que la science militaire est à zéro et qu'ils ne peuvent rien faire. C'est une réalité incontestable maintenant, oui. Pour les observateurs objectifs, oui. Dis donc. Alors ça fait pas peur. Franchement, je vois pas pourquoi on n'aurait pas la vérité. D'ailleurs, certains hauts responsables disent mais c'est bon, maintenant on peut le dire. Il y a des ovnis et on est géré par les ovnis où ils font ce qu'ils veulent, on peut rien leur dire. Enfin, il y en a qui lâchent le morceau et puis, ça fait pas peur. Au contraire, ça nous fait un peu d'humilité. Oui, mais qui c'est qui empêche justement que la vérité se répande, oui. Oui. Qui là, c'est un très vaste sujet. Et je ne peux pas répondre aujourd'hui. C'est le sujet du livre sur lequel je suis en train de travailler. Autrement dit, je suis au regret de ne pas pouvoir répondre à cette question en un temps limité. Mais bien sûr, mais ça laisse sous-entendre que ce n'est pas non plus les humains qui cachent la vérité. Oui. On va se retrouver dans la troisième partie si vous voulez bien, parce que voilà, l'univers est vaste et puis votre connaissance l'est tout autant. Merci. Je vais vous nettoyer toutes les choses. On se retrouve dans la troisième partie avec Daniel Aran. À tout de suite.